La médiathèque Jacques Baumel de Rueil-Malmaison en banlieue parisienne accueillait en avril dernier une exposition photographique consacrée à l'archipel des Solovki. Le 10 avril, à l'occasion du vernissage de cette exposition, a eu lieu une table ronde sur le thème des Solovki, foyer spirituel transformé en goulag au siècle dernier et redevenu une terre monacale. Le débat fut animé par le commissaire de l'exposition, M. Cyril Semenov-Tchenchansky. Donc j'ai l'honneur de présenter tout d'abord le hiéromoine Stéphane, qui est supérieur d'un prieuré d'une dépendance du monastère des Solovki qui se trouve dans la ville de Arkhangelsk. Le hiéromoine Stéphane est venu spécialement d'Arkhangelsk pour nous aujourd'hui, et donc nous pouvons tous être très reconnaissants de sa présence. Je vous présente ensuite notre conseiller artistique, Saverio Maestrali, qui est ici sur ma gauche, est artiste et enseignant dans un institut d'art à Rome. Ensuite, j'ai le grand honneur de présenter l'archiprêtre Nicolas Ozoline, qui est professeur à l'Institut de théologie Saint-Serge à Paris, professeur d'iconographie et qui est iconologie, voilà, on peut dire les deux, iconologie. Bon. Iconographie, c'est là-bas. Voilà, iconographie, son épouse est iconographe et le père Nicolas, iconologue. J'ai également l'honneur réel de présenter M. Nicolas Miletic, qui est rédacteur en chef de l'agence France Presse, qui a joué un rôle très important dans les années 70-80, en particulier en Union soviétique, en établissant des liens très difficiles à l'époque, c'était même héroïque de sa part, j'ose employer le mot, des liens avec Alexandre Solzhenitsyn, avec un certain nombre de dissidents. Ensuite, je présente le professeur Oleg Kowaltsev, qui est professeur à l'Université américaine de Paris. Il a enseigné de nombreuses années au séminaire orthodoxe de Kodiak en Alaska. Je vais commencer par poser une question. Où sont situés les Solovki? Sommes-nous encore en Russie? Alors nous sommes en Russie, mais dans une Russie très particulière. Il y a une véritable civilisation du Grand Nord. Au XIe siècle, nous avons des parties vides à occuper, à coloniser, et qui vont être colonisées par des gens originaires de la région de Novgorod, et qui vont former un peuple à part, une civilisation russe du Grand Nord. Ce sont des gens extrêmement libres, entreprenants, qui seront le fondement humain qui permettra au monastère des Solovki de vivre. Finalement, on peut parler de rôle économique autour du monastère des Solovki. Certainement. Les îles Solovki sont vraiment un croisé des chemins de nombreuses voies navigables. Ça aura un rôle commercial très important parce que c'est par là que circulent la fourrure, l'ambre, le sel. Et ces mêmes voies maritimes et fluviales de circulation, qui sont parties d'un immense réseau, vont également jouer un rôle géostratégique très important.
Et actuellement, c'est une petite question, un petit renvoi que je m'adresse au père Stéphane. Actuellement, le monastère a-t-il aussi une dimension économique par les travaux, des travaux des champs ou d'autres, ou des activités commerciales? Сейчас в плане экономическом можно сказать лишь о паломничестве, о туризме, который осуществляется на Соловках, о издательской деятельности и, да, и в большей степени, конечно, все же о просветительской. Donc, en ce qui concerne l'aspect économique, il s'agit surtout, enfin les facteurs de ce développement économique sont surtout les pèlerinages, le tourisme et aussi un travail d'édition qui est important. Donc il y a d'ores et déjà un côté prospétitique, c'est-à-dire culturel, hein, qui fait partie des activités du monastère dès le début de son renouvellement. Il y avait des ateliers iconographiques, des iconopis, très importants avant la Révolution. Est-ce qu'il y a aussi ce genre de projet ou cette renaissance de ces ateliers d'iconographie? Есть такие планы. Я скажу следующее, что певческое искусство развивается, занимаются профессора из Санкт-Петербурга, из других мест приезжают, обучают братью. L'art du chant liturgique est en ce moment fortement développé. Il y a des professeurs qui viennent spécialement de Saint-Pétersbourg pour apprendre aux moines le chant traditionnel, monastique. Voilà, le chant traditionnel monastique. C'est-à-dire le chant d'avant Pierre le Grand, pour schématiser. Non italien. Quelles sont, Père Nicolas, ces spécificités du très grand nord slave, russe, par rapport aux origines gréco-byzantines? Alors, je pense qu'on peut dire que les spécificités consistent dans leur fidélité absolue au schéma monastique classique tel que l'a connu l'Orient chrétien. Et quand je dis ça, c'est pas du tout abstrait. Si vous regardez le fait que les anachorètes qui sont partis dans le désert, qui ont fui vraiment le monde, soit pour vivre d'un mode cénobétique en communauté, soit de vivre en ermite, eh bien, les forêts de la Russie du Nord sont à leur façon aussi un désert. Et c'était bien pour aller dans ce genre de désert que les premiers moines, ermites ou non, sont allés s'installer dans ces forêts jusqu'alors inhabitées. Donc il y a un point commun, c'est des milieux hostiles. Absolument. Ce que je veux dire, c'est que c'est la même démarche. La même démarche, l'impulsion spirituelle est la même. On veut quitter le monde avec tout ce que le monde représente comme difficulté pour une vie chrétienne réelle et ambitieuse, si j'ose dire, sur le plan spirituel. Et donc on va là où on pense trouver un face-à-face avec, bien sûr, le Seigneur, mais aussi avec les démons. Et ça, c'est une autre analogie, cette lutte contre le mal, ce corps à corps presque quotidien du moine solitaire avec tous ceux qui voudraient, enfin, qui quand on lit les vies des moines, qui expriment leur mécontentement, qu'il est venu si j'ose dire, les déranger, les embêter, n'est-ce pas, dans leur bien-être maléfique, comme un signe qui se pose, n'est-ce pas, pour leur résister et pour peu à peu les éloigner, les chasser. Et donc, dans ce sens-là, il y a un mois, nous étions, ça se trouve par hasard comme ça, au mont Sinaï.
Et nous avons constaté, n'est-ce pas, le caractère vraiment désertique et le paysage, n'est-ce pas, aride du désert, de la montagne du Sinaï, etc. Et vous savez tous que dans la magnifique basilique construite par l'empereur Justinien, hein, dans ce monastère de Sainte-Catherine, il y a dans l'abside la première représentation, on pourrait dire canonique, de la transfiguration. Donc de la transfiguration qui inaugure la sanctification de la création par la venue du Christ, par sa présence, par l'acquisition, etc., tout ce qui va s'en suivre. Eh bien, les trois lieux, comment dire, de toute façon, les deux lieux monastiques, hein, auxquels on peut ajouter encore un autre lieu, du nord de ce qu'on a souvent appelé, je dirais, Thébaïde du Nord. Je trouve que c'est plus, ça correspond plus que le Mont Athos, parce que le Mont Athos, c'est quelque chose de très important, mais de très spécifique en lui-même, et quelque part un peu déjà moyenâgeux, tandis que les débuts du monachisme dans cette Thébaïde du Nord en Russie sont quelque chose qui rappelle justement le monachisme primitif dans sa pureté, hein, qui après aussi s'est organisé, aussi est devenu cénobétique, est devenu communautaire, est devenu, comme vous les avez dit, comme au Mont Saint-Michel, on a eu aussi finalement une prison, même au Solovki, qui a été quand même abolie par l'empereur Alexandre III. Oui, absolument. Peu de temps avant la fin, mais quand même. Mais enfin, tout ça c'est clair. Mais les origines sont tellement limpides, tellement claires. Et cette idée que, aussi bien Valam, qui est plus ancien, n'est-ce pas, le monastère de Valam, où le Staritz est passé par... Il a commencé par Belaozersk, hein, où il ne voulait pas rester. Il est allé, il pensait que ça, il va être plus authentiquement moine à Valam, mais même à Valam, il a trouvé que ce n'était pas encore ça, il est parti dans les forêts. Et c'est là où il a rencontré Germain, avec lequel il a fondé les Solovki. Donc cette démarche, je voudrais tout simplement dire, a quelque chose, c'est le monachisme éternel et original. Et je pense que, en ce sens-là, si aujourd'hui on dit que, et c'est sa sainteté, le patriarche Alexis II, que Dieu ait son âme, qui avait dit à la fin de son patriarcat, il avait dit, bon, nous avons maintenant reconstruit tellement d'édifices et de murs, de monastères, d'églises, de temps. Il serait peut-être temps de s'occuper des âmes maintenant. Et dans ce sens-là, je pense que cette histoire du monachisme de la Thébaïde du Nord doit rester une source d'inspiration. Et vous sous-entendez par là qu'il doit y avoir à côté en même temps de la vie cénobitique et une vie plus dirigée vers l'anachorétisme. Ou comment c'est difficile à dire. Non, mais ça serait magnifique. Mais actuellement... Ça me rappelle, dans les années 60, quand on commençait à aller en Russie, un jour, j'ai rencontré un diacre énorme comme ça. Et il disait, il réfléchissait beaucoup à sa vocation. Il m'a dit, comme ça, au restaurant, il m'a dit, vous savez, Père Nicolas, moi, je pense il faut relancer le starchiste. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut arriver à un niveau de vie spirituelle de nouveau aussi élevé que ça ne peut pas se faire par décret. Au fond, il a dit, on va faire une réforme, on va maintenant lancer le starchiste. Je dis, bon courage. Alors, je précise que le starch, c'est en russe le starets, c'est l'ancien, c'est le maître spirituel qui enseigne directement à son fils ou ses fils spirituels. Il y a l'idée de transmission continuelle, ininterrompue de la foi évangélique, de génération en génération, toujours par de l'initié
celui qui sait, celui qui a plus d'expérience et qui communique son expérience spirituelle à son élève, celui qui s'élève. Ce que tu voulais dire, et tu as tout à fait raison, c'est que pour un véritable renouveau, il y aura un renouveau authentique uniquement dans la mesure où ça sera un renouveau authentiquement charismatique. C'est tout, c'est clair. Oui, on ne peut pas légiférer là-dessus, c'est entendu. Mais c'est évidemment de ça qu'il s'agit. Et de toute façon, tout ce qui est fait est quand même fait dans cette perspective. En espérant que ça se fera. Et on peut être sûr que même si nous, aujourd'hui, nous ne savons pas encore trop de choses là-dessus, on sait quand même qu'il y a des endroits où ces choses ont reprise. Et c'est comme cela que ça doit être, ça ne peut pas être autrement. Voilà, mais je voulais juste à ce sujet poser une question aussi au père Stéphane. Actuellement, combien y a-t-il de moines au Solovki et de quelle manière vivent-ils? Comment ça s'organise? Около 100 человек сейчас монашествующих. Une petite centaine. Но следует сказать, что много находится и на подворьях. Это Архангельск, да, Москва. Alors, donc, ils ont leur représentation à Moscou, tout à fait, à Arkhangельsk. Arkhangельsk, Кемь, à Kiev. и Подмосковье, Фаустово. Et puis, près de Moscou, dans la banlieue de Moscou, dans un endroit qui s'appelle Faustovo. Voilà. Donc, il y a ces dépendances qui sont comme des représentations. И вот то, что вы спрашивали по поводу экономической составляющей монастыря. Раньше, до трагических событий, когда было жителей на Соловках, включая и трудников, доходило до 3000, сейчас же около 100, поэтому говорить о какой-то серьезной деятельности экономической пока не приходится. Puisque vous avez posé tout à l'heure la question de l'aspect économique des activités du monastère, je voudrais tout simplement rappeler qu'avant les événements tragiques du début du XXe siècle, il y avait 3000 moines au Solovki et dans ce monastère. Et évidemment, ces 3000 avaient des activités très diverses. Nous sommes actuellement une centaine. Et vous comprenez que ce n'est pas comparable et que nous sommes là tout au début d'un développement que nous espérons. Et il y a aussi des отшельники, des anachorètes. Есть отшельники. Есть скиты на Соловках, есть скиты, где люди живут, ну, есть такие места, где, например, 1 человек живет, или 3 человека. Il y a des ermitages où il y a un seul, ou peut-être 3, voilà. Quelques ermitages. Это скит, по-французски это будет эрмитаж. Il y a en fait 2 formes de vie monastique, on pourrait dire comme ça, parce qu'il y a le mode cénobétique classique, c'est la centaine de personnes, et puis il y a ces ermitages où il y a des gens qui vivent beaucoup, soit seuls, soit en petit nombre, selon des règles qui leur sont propres. Il y a 4 ermitages. Je crois qu'à partir de 1922-1923, voire même encore un peu avant, Lénine avait décidé d'organiser le premier camp de concentration. Et à ce sujet, je m'adresse à M. Miletich, qui est un grand spécialiste de ces questions. Pouvez-vous nous parler des toutes premières années de la naissance du goulag et pourquoi finalement le goulag au Solovki? Oui, évidemment, les Solovki, quand on oublie, si on peut le faire, l'aspect religieux, les Solovki, c'est évidemment un mot qui fait froid dans le dos, c'est l'équivalent d'Auschwitz de Dachau. Les Solovki, on peut dire, c'est un petit peu l'image emblématique des camps. D'abord parce que chronologiquement, c'est l'un des premiers. Un camp vraiment organisé avec beaucoup de gens. Et à part l'aspect purement chronologique, il y a un autre aspect important, c'est que c'est là où finalement, au début des années 30, vraiment se constitue le système qui va devenir ce que Solzhenitsyn a appelé l'archipel du Goulag.
si l'archipel des Solovki devient l'archipel du Goulag, ce n'est pas non plus une simple coïncidence. C'est-à-dire que c'est dans cet ensemble que va s'organiser, être mis sur pied par les autorités soviétiques un système avec le travail forcé, le paiement uniquement par la nourriture, quelque chose de très, très soviétique, c'est-à-dire c'est très formalisé, c'est-à-dire que telle production de travail entraîne une ration alimentaire de temps qui vous permet de vivre ou de ne pas vivre. Voilà. Il y a évidemment aussi pour les Solovki quelque chose d'intéressant, c'est que lorsqu'on parle de camp nazi, je pense que toutes les personnes dans la salle voient immédiatement un certain nombre d'images. On a tous des images en tête qu'on a vues à de nombreuses reprises, soit des photos, soit des films de la libération des camps, des gens squelettiques, etc. Si on vous dit camp soviétique, je ne suis pas sûr que vous ayez beaucoup d'images en tête. Il y a un vrai problème, et en ce sens, les soviétiques avaient fort bien compris la nécessité de limiter les témoignages qui pouvaient rester. Donc les Solovki, c'est vraiment le début un petit peu de ce système concentrationnaire qui a été l'une des marques de fabrique du régime soviétique et après de ses nombreux clones. C'est pas non plus tout à fait un hasard si c'est une pierre, un rocher des Solovki qui a été amené jusqu'à Moscou et qui se trouve pas très loin du siège du KGB. Et c'est devant ce rocher que chaque année se recueillent les gens qui considèrent que cette histoire ne doit pas être oubliée. Voilà, donc c'est la pierre des Solovki qui est un peu le symbole de cet univers concentrationnaire. Le professeur Kops, est-ce qu'il voulait ajouter quelque chose? Je vais commencer à parler des Russes qui avaient colonisé ces terres du Nord, c'est-à-dire les pourtours de l'océan glacial arctique. Il faut préciser, donc on les appelle les Pomorés en russe, c'est-à-dire en gros ce qui veut dire ceux qui habitent au bord de mer, ces Russes marins-pêcheurs qui ne font pas du tout partie d'une culture du paysan russe soumis, l'échine courbée, mais qui sont des gens qui représentaient une autre Russie, une Russie dynamique, riche culturellement et riche également économiquement. Ces gens, ces peuples, ce peuple se bat en ce moment pour une reconnaissance officielle. Malheureusement, comme ce sont des Russes, ils ne représentent pas une ethnie qui parle une autre langue ou qui ait des traits culturels très marqués qui les différencient de tous les autres Russes. On a énormément de mal à se faire reconnaître officiellement par la République de Russie ou par l'UNESCO ou d'autres instances. Donc il faut prêter attention, il faut dire qu'ils sont en danger, ils sont moins de 7000 aujourd'hui, ce qui indique un peu les souffrances par lesquelles ils sont passés. Il y a eu cette tragédie du schisme, le Raskol. Beaucoup ont rejoint la secte des vieux croyants, ont été réprimés pour cela pendant des décennies. Notamment, il y a eu des scènes épouvantables au monastère des Solovki. Et ensuite, ils ont eu, évidemment, en tant que personnes entreprenantes qui avaient réussi à accumuler, à construire des richesses. Évidemment, ils avaient l'étiquette de kulak pendant toute la période soviétique, donc ils ont souffert énormément dans leur chair et ils ont été notamment réprimés dans plusieurs goulags, et notamment sur place dans les Solovki. Donc il ne faut pas les oublier, il faut penser à eux. C'est la Russie de Lomonosov. C'est le plus connu de tous ces Pomors, c'était Mikhail Lomonosov, qui, jeune homme, jeune pêcheur, s'arrêtait régulièrement au monastère des Solovki lorsqu'il revenait de la pêche et dont l'esprit d'entreprise, l'ouverture d'esprit l'a mené jusqu'au plus grand sommet de la réussite en Russie et en général de l'Europe du XVIIIe siècle. Voilà. Prince Constantin Morozi, vous êtes
commencé le fondateur de cette association européenne Saint-Vladimir qui a aujourd'hui soutenu cette manifestation dans le cadre de l'année de Russie en France et France en Russie, qui nous a rapprochés et révélé, peut-on dire, ce haut lieu de la spiritualité russe orthodoxe qui est le monastère Solovki dans le nord-ouest de la Russie. Nous savons que votre association, l'association européenne Saint-Vladimir, s'occupe d'une façon très suivie de ces liens profonds. Notre association n'est pas très ancienne. Elle aura bientôt 23 ans. Le millénaire du baptême de la Russie, c'était justement l'occasion de faire un démarrage en force, comme on dirait en Formule 1, une manière de montrer la profondeur des racines d'amitié, de culture, de spiritualité qui peuvent exister entre la France et la Russie. Alors l'action, je vais en citer un exemple pour ne pas être trop long, ce fut l'an 1996, qui était justement le 1500e anniversaire du baptême de la France, avec Clovis. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Un événement considérable, c'est que Sa Sainteté le pape Jean-Paul II est venu en France pour cette occasion et à Reims. Alors, je suis allé voir Monseigneur de Foix, alors archevêque de Reims, et je lui ai proposé la chose suivante. Je lui ai dit, Monseigneur, nous avons la possibilité de faire un colloque, où vous étiez présent, Père Nicolas, et nous avons pu réaliser un gala caritatif au profit, pour la première fois, de l'hôpital Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Pétersbourg pour enfants. Il y a une générosité telle qui s'est réalisée, qui nous a permis d'offrir une ambulance qu'ils n'avaient pas à l'hôpital Sainte-Marie-Madeleine. Voilà le départ de notre aventure avec cet hôpital qui n'avait pas d'ambulance, qui n'avait quasiment rien, et qui petit à petit, aujourd'hui, est devenu un hôpital pilote. La dernière manifestation était cette année dans le cadre de la Russie en France. C'était l'hommage à Marius Petipa, cet immense Français, dont Serge Liffard a dit que l'on lui doit tout. Eh bien, grâce à cette manifestation encore, on a pu avoir un échographe à ultrasons au profit de l'hôpital Sainte-Marie-Madeleine. Bien, je vous remercie beaucoup pour cette description précieuse de votre association et croyez que nous tous, nous vous souhaitons du succès et une florissante activité dans le futur. La deuxième et dernière partie de cette émission vous sera présentée le dimanche 6 juin à 9h30.